Au début de l'an 450, en Espagne, au sud et au centre de la Gaule se sont produits de forts tremblements de terre, qui ont provoqué la panique de la population. À cela se sont ajoutées l'éclipse solaire et l'apparition d'une comète. Dans une telle situation, même les couchers de soleil ordinaires semblaient sanglants. Les orages et les éclairs extraordinaires. En Orient, le 28 juillet, l'empereur Théodose est mort, s'étant fracassé la tête en tombant de cheval. L'Augusta Pulcherie s'est mariée avec le général Marcien, 59 ans, un protégé du consul et du général Aspar. Ainsi, Marcien est-il devenu l'empereur dès le 25 août. Bien sûr, il a donné la promesse solennelle de ne pas porter atteinte à la virginité de son auguste femme de plus de 50 ans. En octobre, est morte Galla Placidia. Le nouvel empereur romain d'Orient a demandé à Attila de construire les relations sur une base d'égalité et a proposé d'interpréter les paiements de son empire au impa comme un tribut, mais comme une aide à un allié. Sans le connaître, il a répété exactement le geste des empereurs chinois qui expédiaient les tributs aux descendants de Modin en les déguisant sous la forme d'aide aux voisins. Vivant dans un climat difficile. Afin de calmer Attila et de se débarrasser du grand eunuque, perfide et autoritaire, Marcien a décidé de juger Chrysafius. Bientôt cet ancien Premier ministre, privé de son immunité, était lapidé dans la rue par la foule. Marcien affirmait à son entourage qu'il avait annoncé à Attila sa volonté de défendre l'honneur de l'Empire avec une arme dans les mains. Il est difficile de croire qu'il pouvait oser exprimer un défi à Attila après la récente défaite cuisante de l'Empire. Probablement était-ce l'exagération ordinaire de la propagande romaine. Il suffit de se rappeler les victoires imaginaires de Théodose sur les Perses et toutes les fausses affirmations sur les victoires de Boniface en Afrique. Ayant décidé d'attaquer l'Empire romain d'Occident qui a refusé de lui envoyer la princesse Honoria, Attila n'a pas porté attention aux agissements de l'empereur Marcien. Il a noté seulement que les Romains, malgré toutes leurs défaites et difficultés, continuent de se croire obstinément supérieurs aux autres. Il était clair qu'à la première occasion, il ferait tout pour détruire le nouvel empire huin. Il a trop cédé à la flatterie et aux assurances d'amitié des patrices de Constantinople. Cassius sait qu'en violant ces deux serments solennels de fidélité au huin, en se montrant l'adversaire du mariage d'Attila avec Honoria, il devient le plus grand ennemi de son ancien ami. Il fait ce pas, très risqué pour lui, ayant arraché la promesse de l'empereur Valentinien d'accorder la main de sa fille, la princesse d'Oxie, à son fils Gudensius. Puisque l'impératrice d'Oxie, la femme de Valentinien, était la fille de Théodose, Marcien et Pulchérie constituaient une famille fictive, et Sus comptait qu'un jour son Gudensius deviendrait l'empereur. Non seulement de l'Empire romain d'Occident, mais qu'il pourrait prétendre au diadème impérial de l'Empire romain d'Orient. Pour cela, Sus devait organiser une forte résistance à Attila, pour se présenter comme un sauveur de l'Empire et marier son fils avec la princesse d'Oxie. On pourrait même se débarrasser ensuite de ce capricieux Valentinien et, après s'être réconcilié alors avec les Huns, entrer avec une nouvelle armée alliée à Constantinople. Réunir l'Empire. Alors il pourra conclure un accord avec Attila et créer l'Empire romano-ionique de leurs rêves où le rôle principal sera joué par les Romains. Par contre, s'il favorise le mariage d'Attila avec Honoria, Sus sera probablement privé du pouvoir. Contre lui agiront non seulement Honoria, mais encore Oreste et Onégèse. Pour comprendre bien ce propos de Sus, il est utile de regarder mes vidéos Attila et Sus, Attila et Honoria, mais aussi Attila et Unité européenne. Mais peut-il résister à Attila?
Il ne peut compter que sur sa connaissance des coutumes des Huns et leur tactique de la conduite de la guerre. En effet, personne parmi les Romains ne le sait mieux qu'Essius. Ainsi, il sait bien que le but d'Attila ne sera pas l'occupation des grands territoires et que l'invasion des grandes masses de la cavalerie en dehors de la zone des steppes ne dure jamais longtemps. Ces expéditions éclairs sont toujours courtes. Elles ne durent pas plus de 4 ou 5 mois car les chevaux ne peuvent pas supporter plus d'efforts et doivent revenir se reposer dans leur pâturage. Il faudra donc s'activer seulement quand Attila, 4 mois après le début de l'invasion, commencera le retrait de sa cavalerie. Il suffira alors de suivre discrètement les troupes d'une partante afin de créer l'illusion d'une offensive afin de crier ensuite victoire. Il sait bien comme Attila est économe de la vie de ses cavaliers. Il suffit donc que l'infanterie romaine puisse résister aux attaques de la cavalerie en se protégeant de grands boucliers. Heureusement, il a réussi à ce que ses légionnaires commencent à porter des casques et même des cuirasses et à utiliser pour leur protection de grands boucliers métalliques. Quels grands efforts cela lui a demandé. Mais maintenant, il existe un espoir de supporter une bataille éventuelle avec la cavalerie, pressée de rentrer à la maison avec ses butins. L'art militaire des peuples des steppes est bien analysé par Gérard Chaléan, qui les appelle représentants majeurs d'une culture stratégique d'une singulière efficacité. Après une telle analyse de ses possibilités, Essius devient plus tranquille. Il faut mobiliser une grande armée. La première année de la guerre, Attila attaquera probablement la Gaule afin d'assurer la participation à la campagne de ses alliés germaniques. Tant mieux. La Gaule est remplie de Wisigoths et d'Alains dont les ancêtres se sont sauvés de l'offensive une au nord de la mer Noire il y a 3/4 de siècle, ainsi que les Francs, les Burgondes et d'autres barbares hostiles aux Huns qui sous sa demande combattaient ces barbares en protégeant le Gaule pendant les 2 dernières décennies. Les détachements privés des grands propriétaires fonciers fusionneront comme des ruisseaux en rivière. Pendant la guerre avec l'Empire romain d'Orient, les Huns libéraient les esclaves, mais emmenaient les riches afin de demander une rançon. C'est bien connu des propriétaires des villas qui constituent le support le plus fidèle du pouvoir romain. Mais comment se comporteront les pauvres? En effet, les Bagaudes peuvent être à côté d'Attila. On dit que le grec Eudoxe est revenu en Gaule et conduit la propagande, en expliquant aux paysans qu'Attila gardera leur autonomie et percevra seulement 10% d'impôts sur leurs revenus. Promettons donc à ces révoltés l'amnistie, la préservation de l'autonomie des territoires contrôlés par eux et même l'exonération totale des impôts. On verra après. Dans tous les cas, Attila mènera à la guerre sans se presser. Terrorisé, Valentinien acceptera pendant la 2e ou la 3e année de la guerre le mariage de sa fille Eudoxie avec Gaudentius. Pour effrayer davantage ce pauvre empereur, il faut faire circuler la rumeur sur la trahison possible du roi Alain Sangiban, sur les négociations secrètes des Huns avec les Vandales. La princesse Honoria doit être obligatoirement enfermée sous une garde renforcée afin d'éviter son évasion vers Attila, ce qui gâcherait tout son jeu. L'empereur Valentinien convoque Salvien et lui dit confidentiellement « Je ne suis pas encore tout à fait persuadé qu'Attila et Essius sont devenus de vrais ennemis. Qu'en penses-tu » Salvien aussi ne savait que penser. Je suppose que pour Attila il est plus avantageux de se marier avec Honoria que de tenter de chercher un accord avec Essius très incertain. Par conséquent, il n'a pas encore abandonné l'idée du mariage. En outre, il a un autre noble ami romain Oreste. C'est pourquoi, je ne vois pas un grand intérêt pour Attila de se tenir pour Essius. Mais Essius, comme nous le savons bien, est capable de n'importe quelle combinaison inattendue. Pourquoi a-t-il une telle autorité chez ses soldats? Essius a une apparence noble et agréable. Sa bienveillance illusoire a trompé même le comte Boniface. Il est un excellent cavalier de l'école 1.
tire bien à l'arc et il excelle dans tous les autres exercices militaires, ce qui provoque l'admiration des officiers et des légionnaires. Aucun autre général romain ne sait trouver l'entente avec les guerriers barbares comme lui. Essius est courageux et, grâce aux mercenaires huns, est entouré de l'auréole des victoires. En effet, il n'existe dans l'Empire romain d'Occident d'autre général avec une si grande autorité et un si grand prestige parmi les soldats. Il faudra donc continuer à le supporter. Sinon Attila me prendra à main nue et me punira pour Honoria. Mais si j'accepte le mariage de ma fille Eudoxie avec le fils d'Essius, très honnêtement, je doute beaucoup de vivre longtemps ensuite. La seule solution pour moi est le dévoilement très convaincant des projets perfides d'Essius et son exécution à l'exemple de mon oncle, l'empereur Honorius, qui a fait exécuter le tout-puissant Stylicone. Je ne vois aucune autre issue. Salvien se tait. Il ne voit aucune solution satisfaisante pour le jeune empereur. Honoria pouvait sauver l'Empire. Ayant conclu l'union avec Attila, alors son frère restait au moins vivant. Mais que peut faire maintenant le pauvre Valentinien? Salvien se souvient de sa première rencontre avec Galla Placidia et comment il regardait un garçon jouant près de la fontaine. Il regarde par la fenêtre et voit le sanglant coucher de soleil.